J'espère que tout roule pour vous, que la santé et le moral sont au rendez-vous. Pendant que certains regardent ailleurs, un petit séisme diplomatique se prépare le MAC. Oui, ce mouvement kabyle, souvent réduit au silence, commence sérieusement à s'infiltrer dans les cercles anglo-saxons les plus fermés. L'onde de choc s'est fait sentir outre-Manche, que ce soit en plein cœur de Londres, dans les salons du Royaume-Uni ou dans les coulisses de la politique britannique. Le nom du MAC circule à intrigue et surtout prend de l'ampleur. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années devient peu à peu une réalité. Le MAC, longtemps marginalisé, se retrouve désormais cité dans les couloirs des cercles d'influence britanniques, pas juste comme un figurant, mais comme un acteur avec qui il faut composer. Entre think tank et groupe de pression politique, on commence à le désigner non seulement comme fréquentable, mais aussi comme un maillon indispensable dans l'échiquier nord-africain. Oui, indispensable. Rien que ça. Pendant ce temps, sans faire de bruit, le mouvement tisse méthodiquement sa toile sur le sol britannique. Réunion, contact, relais, il construit un réseau qui ferait pâlir d'envie plus d'un diplomate. Et que disait-on en 2021 qu'en classant le MAC comme organisation terroriste, le régime Tebboune ne faisait que jeter de l'huile sur le feu? Une faute politique? Non, une répétition. Une de plus dans une longue série. Car enfin, il faut être clair, ce mouvement, on peut le critiquer, lui reprocher ses idées, mais accuser de terrorisme un groupe qui n'a jamais levé une arme, c'est fort de café. Pas de maquis, pas de bombes, pas de fusils. Le MAC, c'est pas les années 90, ce n'est pas un clone des groupes islamistes armés. C'est un projet séparatiste, certes, mais dans les règles de l'art pacifique, assumé, visible. Depuis mai 2021, une décision du régime a eu l'effet inverse de ce qu'il cherchait. En collant l'étiquette terroriste au MAC, il ne l'a pas enterré, il l'a propulsé sous les projecteurs. C'est simple, rien de tel qu'une interdiction officielle pour piquer la curiosité des chancelleries et faire grimper la cote d'un mouvement jusqu'alors confiné à la marge. Et ce n'est pas tout. En le traitant comme un dangereux extrémiste, simplement parce qu'il exprime des idées, on lui a taillé un costume de martyr sur mesure. Or, dans l'arène internationale, rien ne fait mieux vendre qu'une cause réprimée pour ses opinions. Résultat, le MAC peut désormais clamer haut et fort. Regardez, on nous opprime et cette posture attire l'attention, ouvre des portes. Le summum. Le régime de Tebboune n'a pas seulement tendu un micro au MAC, il lui a déroulé le tapis rouge. Mieux encore, il lui a remis le badge de victime officielle avec ruban doré, comme un trophée offert gracieusement à un adversaire. Rarement un pouvoir n'aura autant contribué à renforcer la stature d'un mouvement qu'il cherchait pourtant à éteindre. Ce qui devrait sérieusement faire réfléchir ceux qui tiennent les rênes à Alger, et pas seulement eux, c'est l'ensemble du pays qui est concerné, c'est la montée en légitimité d'un mouvement avec lequel, personnellement, je suis en désaccord total sur la vision qu'il propose pour l'Algérie. Je respecte les militants du MAC, leur engagement, leurs convictions, mais je ne souscris ni à leurs projets pour le présent, ni à leurs rêves pour l'avenir. Cela dit, jamais je ne m'abaisserai à les traiter de terroristes. Dialoguer. Bien sûr, croiser le fer sur le terrain des idées avec plaisir, mais sans haine ni caricature, parce qu'un principe reste vrai, plus on diabolise un courant radical, plus on l'alimente. Le priver de parole, c'est lui offrir un mégaphone. Le réprimer, c'est le rendre séduisant. Et c'est précisément là que les régimes qui gouvernent par la peur se plantent. Ils croient que taper plus fort fait taire l'extrême. En réalité, c'est l'inverse. La brutalité ne tue pas la radicalité, elle la fertilise. Ce qui rend la situation encore plus brûlante. Le 25 novembre, un débat très officiel s'est tenu au Parlement britannique, et pas sur n'importe quel sujet. Il portait sur comment réduire l'emprise de la Russie et de la Chine en Afrique du Nord. Rien que ça. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais quel rapport entre tout ça et le MAC? Et vous savez quoi? J'ai posé exactement la même question. La réponse se cache dans l'organisateur de cette belle mise en scène politique, un groupe d'influence au poids lourd en Grande-Bretagne, que l'on connaît sous le nom de Henry Jackson Society. Ce n'est pas une association de quartier, hein. C'est ce qu'on appelle dans la langue de Shakespeare un think tank, un laboratoire d'idées fondé en 2005 avec une ligne éditoriale aussi discrète qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, le néoconservatisme pur jus,
Leur modèle, les durs à cuire de Washington. Leur credo. Si la démocratie libérale vacille quelque part dans le monde, il faut la défendre à tout prix, même au bout du fusil. Autrement dit, imposer l'ordre occidental façon Made in USA, peu importe si ça déplaît. Et pourquoi ce nom Henry Jackson? Parce qu'il s'agit d'un sénateur américain du siècle dernier, un personnage haut en couleur, militant des droits civiques, défenseur de l'environnement, mais surtout adversaire farouche du communisme. Pour lui, la politique étrangère ne devait pas caresser dans le sens du poil, elle devait frapper fort. Et c'est exactement l'esprit qu'a hérité la Henry Jackson Society. Chez la Henry Jackson Society, on ne fait pas dans la dentelle pour eux les droits de l'homme et la démocratie, ça s'impose, si besoin, à coups de missiles. Oui, vous avez bien lu. Leur doctrine est claire quand la diplomatie ne suffit pas, place à l'intervention militaire, tout ça bien sûr au nom des libertés et des valeurs occidentales. Et autant dire que leur position ne passe pas inaperçue au Royaume-Uni. On parle ici d'un think tank qui divise l'opinion notamment à cause de son obsession quasi maladive pour tout ce qui touche à l'immigration musulmane. Beaucoup les accusent de flirter dangereusement avec l'islamophobie tant leurs critiques contre l'islam et sa présence en Occident, surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis, sont virulentes, répétées, appuyées. En résumé, on a affaire à une machine à idées ultra-conservatrice, proche des thèses trumpistes, qui rêve d'un monde où l'Occident mène la danse d'une poigne ferme, quitte à bousculer quelques principes en chemin. Et justement, le 25 novembre dernier, cette même Henry Jackson Society a organisé un événement de taille au sein même du Parlement britannique, un débat officiel où le MAC a été mis à l'honneur. Ferhat Meheni, le leader du mouvement kabyle, était annoncé, mais d'après les infos reçues, c'est un autre cadre du MAC qui a pris la parole en son nom. Mais qu'on se le dise, le symbole était là. Et il pesait lourd. Le MAC, cette fois, n'était pas relégué au fond de la salle, c'est lui qu'on applaudissait, ou presque. Et pas dans n'importe quel événement, un grand raout parlementaire britannique, orchestré par un personnage dont le nom résonne fort dans les couloirs du pouvoir à Londres, Lord Eric Pickles, ou Pickles faudra qu'un prof d'anglais tranche un jour. Cet homme-là ne dirige pas seulement la Fondation nationale du mémorial de la Shoah, il est aussi reconnu comme l'un des piliers du lobby pro-israélien au Royaume-Uni. Rien que ça. Pickles n'est pas le premier venu, il est à la tête du Conservative Friends of Israel, l'un des lobbies les plus actifs en soutien à Israël. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi siégé au sommet de l'appareil politique britannique en tant que chef du Parti conservateur entre 2009 et 2010, une des deux grandes machines politiques du pays. Car oui, comme aux États-Unis avec les républicains et les démocrates, le Royaume-Uni fonctionne aussi en tandem conservateur d'un côté, travailliste de l'autre, et depuis fin 2015, ce même Lord Pickles porte une autre casquette de poids, envoyé spécial du gouvernement britannique pour les dossiers liés à la mémoire de la Shoah. Il a donc à la fois la posture morale, l'expérience politique et l'oreille des plus grands. Avant d'être la figure qu'on voit aujourd'hui, Eric Pickles avait déjà bien balisé le terrain. De 2010 à 2015, il a occupé le poste stratégique de secrétaire d'État chargé des communautés et des affaires locales sous la houlette du très célèbre et très britannique David Cameron. Mais sa carrière parlementaire ne date pas d'hier 25 ans au compteur à Westminster de 1992 à 2017. Un vétéran, un poids lourd, un homme que personne n'ose sous-estimer dans les couloirs du pouvoir. Et le voilà aujourd'hui cumulant les casquettes, figure de l'establishment gouvernemental britannique et pièce maîtresse du réseau pro-israélien dans le pays. Ce n'est pas un spectateur, c'est lui qui a mené les débats où le MAC a été mis à l'affiche, le chef d'orchestre de ce moment politique très stratégique. Mais il n'était pas seul sur scène. Aux côtés de Pickles des pointures comme Bob Sowers, un as des questions militaires et de sécurité nationale. Et aussi Laura Roberts, ex-directrice exécutive du programme britannique, liée au fameux accord d'Abraham, cette initiative de 2020 qui a rapproché Israël de plusieurs pays arabes, Émirats, Bahreïn, Maroc, Soudan. Une diplomate chevronnée qui occupe aujourd'hui un rôle clé à Gibraltar, territoire britannique, très sensible sur le plan géopolitique. Et dans le casting de cette conférence très ciblée, on retrouvait aussi Barak Sener, un chercheur associé à la Henry Jackson Society.
Pas juste un analyste en costume-cravate, il pilote carrément un forum de prospective stratégique pour le Moyen-Orient et l'avenir du Golfe, un think tank qui s'appelle le Strategic Intelligence and Gulf Future Forum. Son domaine, le monde arabe, surtout les monarchies pétrolières du Golfe. Son CV, il a même collaboré avec l'OTAN. Et sa proximité affichée avec Israël et certains de ses hauts dirigeants ne laisse aucun doute sur ses affinités géopolitiques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant ou préoccupant selon où l'on se place. Parce que le nom de Ferhat Meheni a bel et bien circulé pendant cette conférence. Et ce qui m'inquiète du point de vue des intérêts algériens, ce n'est pas juste sa mention, c'est le cadre dans lequel elle s'est faite. Car si on se penche sur le programme de cette réunion du 25 novembre 2025, on découvre une ligne directrice très claire comment affaiblir la mainmise croissante de Moscou et de Pékin sur l'Afrique du Nord. Officiellement, on parle stratégie, diplomatie et géopolitique, mais en coulisses, ce sont les lobbies les plus alignés avec les néoconservateurs américains qui dictent l'agenda et qui en creux font monter la pression sur le régime de Tebboune. Voici comment cet événement a été vendu. Une guerre d'influence silencieuse mais redoutablement efficace serait en cours en Afrique du Nord. D'un côté, la Chine qui avance ses pions via des investissements massifs sous l'étiquette brillante des nouvelles routes de la soie. De l'autre, la Russie qui préfère les méthodes plus opaques, mercenaires, trafic d'armes et mainmise sur les infrastructures sensibles. Objectif commun: déstabiliser l'ordre libéral dominé par Washington et redessiner les équilibres régionaux à leur avantage. Et l'attaque ne vient pas d'un seul camp. Moscou et Pékin jouent en duo, chacun nourrissant les tensions existantes pour faire émerger un nouvel ordre mondial où l'Occident perdrait son statut de chef d'orchestre. Ce duo autoritaire main dans la main alimente une ambiance de plus en plus étouffante dans la région. Résultat, les régimes locaux resserrent la vis, réduisent les libertés religieuses, civiles, sociales, au nom de la stabilité, ou du moins de ce qu'ils appellent ainsi. Et si vous cherchez un cas d'école dans ce jeu d'influence sino-russe, regardez du côté d'Alger. L'Algérie coche toutes les cases, client numéro 1 de Moscou en matière d'armement sur le continent africain et maillon énergétique incontournable aussi bien pour la Russie que pour la Chine. Mais pendant que les accords se signent, à l'international, à l'intérieur, le ton se durcit. Le régime serre la vis, réprime, muselle les premières cibles, les minorités religieuses et surtout les Kabyles, 10 à 12 millions d'âmes en quête d'autonomie et de plus en plus visibles sur l'échiquier politique. Côté américain, le signal d'alarme a été tiré il y a un moment déjà. Le sénateur de Floride Marco Rubio, alors encore simple élu, avant que Trump ne reprenne la Maison-Blanche fin 2024, avait déjà averti l'envolée des dépenses militaires algériennes et l'alignement grandissant sur Moscou menace l'équilibre stratégique de l'Occident au Maghreb et au Sahel. C'était avant sa nomination dans l'administration Trump, précision importante. Mais ce qui suit dans ce rapport, là on change de registre. Le dernier paragraphe, franchement, c'est un tournant à glacer le sang. Un vrai signal que les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale sont en train de bouger, et pas dans le bon sens. Prenez une minute pour bien saisir ce qui se joue ici. Lors d'un événement parlementaire parfaitement officiel organisé au cœur même du Parlement britannique, ce prestigieux think tank ne s'est pas contenté de débattre. Non, il a posé une proposition choc sur la table. Selon eux, même si les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas valider tous les mouvements d'autodétermination qui émergent dans la région, il y aurait pourtant un levier géopolitique à activer, étendre les accords d'Abraham au-delà des seuls États souverains pour y inclure des acteurs non étatiques comme le MAC. En gros, ce serait un recalibrage complet de l'équilibre régional à la sauce libérale made in Occident. Un cadre inclusif, comme ils disent, où démocratie, économie et liberté religieuse deviendraient les piliers d'une stabilité nouvelle dans le nord du continent africain. Et dans ce schéma idéal, le MAC serait intégré comme l'un des partenaires politiques légitimes. Traduction: Washington offrirait sa bénédiction à une liaison diplomatique officielle entre Israël et le mouvement kabyle, sous l'œil bienveillant des stratèges américains. Et cette manœuvre, on la comprend bien, serait un message adressé au régime Tebboune. Soit tu te réalignes, soit tu restes collé à ceux que l'Occident considère désormais comme des adversaires,
C'est inédit. Du jamais vu. Pour la première fois, un haut représentant officiel britannique, Lord Eric Pickles, lui-même participe à un événement où le MAC est mis en lumière. Pas un figurant ancien chef du Parti conservateur ancien ministre, une figure incontournable de la politique d'outre-Manche. Et à ses côtés, un autre nom monte, Farhad Rouhani, présenté comme le visage d'un combat kabyle pour la liberté, l'identité et la dignité. Une cause portée avec constance et désormais reconnue dans les hautes sphères. Mais ce n'est pas tout. Le récit prend une tournure presque théâtrale, Rouhani est encensé décrit comme un leader respecté, moderne, démocrate, ouvert, tandis que le régime algérien lui hérite du mauvais rôle. Étiqueté comme autoritaire répressif, incarnation même de la persécution. Ce basculement d'image, cette mise en scène, c'est une nouvelle phase dans le théâtre du lobbying international. Et elle est tout sauf anodine. Car pour la première fois, le MAC se retrouve formellement lié à un événement parlementaire britannique dans lequel il est proposé ouvertement que les États-Unis le reconnaissent comme un interlocuteur politique fiable. Objectif ? L'intégrer aux accords d'Abraham, rien de moins. Traduction géopolitique permettre au mouvement kabyle d'établir des relations officielles avec Israël dans le but assumé de bâtir un nouveau cadre régional en Afrique du Nord, aligné sur les valeurs libérales occidentales. Une bascule, un signal, une déclaration d'intention. Soyons clairs, le plan des stratèges de la Henry Jackson Society et de leurs alliés bien placés dans les réseaux pro-israéliens ne fait aucun mystère. Leur ambition ? Faire du MAC un levier politique, un outil de pression directe sur Alger. L'idée est simple mais redoutable, pousser le régime à intégrer ou à se soumettre à la logique des accords d'Abraham, présentés comme une inévitable réalité géopolitique dans la région. Et le message implicite est brutal, refuser d'adhérer, c'est s'exposer à être classé parmi les ennemis des États-Unis. Et donc de l'Occident, la diplomatie version coup de pression. Mais alors, est-ce que tout cela part d'une réelle volonté de soutenir la cause kabyle ? Franchement, je n'en sais rien. Je ne vais pas prétendre lire dans leurs intentions. Sont-ils sincères avec le MAC ? Ou bien cherchent-ils simplement à s'en servir comme d'un outil, d'un pion, d'un symbole utile dans leur jeu géopolitique peut-être ? Peut-être pas, je ne peux rien affirmer. Peut-être même qu'ils croient vraiment en ce mouvement. Peut-être qu'ils voient en lui une alternative plus crédible, plus moderne, plus libérale que le régime actuel d'Alger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais vu ça auparavant, un événement aussi officiel organisé dans l'enceinte du Parlement britannique par des responsables politiques eux-mêmes avec une telle visibilité accordée au MAC. C'est une première, et peut-être pas la dernière. On parle souvent de figures politiques à la retraite, mais Lord Pickles, lui, est toujours dans la course. Officiellement, depuis le 10 novembre 2015, il occupe le poste d'envoyé spécial du Royaume-Uni pour les questions post-Holocauste. Et selon les dernières infos, il est toujours en poste, confirmé par nul autre que le Premier ministre actuel, Keir Starmer. Autrement dit, on n'a pas affaire à un ancien. On a affaire à un homme du système actif institutionnalisé. Et voilà qu'un membre du gouvernement britannique prend la tête d'un événement parlementaire où l'on recommande noir sur blanc que le MAC soit reconnu comme un interlocuteur crédible par les États-Unis et les puissances occidentales, et qu'il soit même intégré dans les accords d'Abraham aux côtés d'Israël. Honnêtement, c'est du jamais vu. Un virage diplomatique saisissant. Le message entre les lignes est sans ambiguïté. Monsieur Tebboune, vous avez deux options. Soit vous vous alignez avec les nouvelles réalités, les accords d'Abraham, soit vous êtes automatiquement classé dans la case « ennemi ». Ennemi de la paix, de la démocratie, de l'Occident des États-Unis version Trump et du progrès tant qu'on y est. Le chantage est net, le ton est donné. Et ce qui rend tout ça encore plus étrange, on est le 27 novembre et pas un mot, pas une réaction officielle d'Alger. Silence radio du ministère des Affaires étrangères. Imaginez un instant si une telle conférence avait été organisée en France. On aurait eu des communiqués, des protestations, du bruit médiatique. Là, c'est l'omerta totale. Et le plus étonnant dans tout ça, même pas un communiqué. Rien. Silence total du côté du ministère algérien des Affaires étrangères, pendant qu'un haut responsable du gouvernement britannique prend la parole au cœur même du Parlement pour mettre en lumière un mouvement séparatiste, pas pour le dénoncer, non, mais pour suggérer
qu'il devienne un partenaire diplomatique crédible aux yeux des puissances occidentales, notamment les États-Unis? Eh bien, aucune réponse d'Alger, pas un mot, pas une ligne. Pourquoi ce mutisme? Parce que le régime le sait très bien, avec le Royaume-Uni, l'Algérie n'a plus grand-chose à perdre. Les liens sont faibles, les échanges limités, et à part quelques restes de coopération économique, on pense surtout à British Petroleum BP, Londres s'est largement désengagé du dossier algérien depuis des années. Alors pourquoi crier au scandale quand il n'y a plus de levier diplomatique, on garde le silence? Parce que on ne peut plus faire grand-chose. Franchement, les relations entre Alger et Londres, c'est du service minimum. La communauté algérienne y est presque invisible. Les touristes britanniques se comptent sur les doigts d'une main et les intérêts communs frôlent le néant. Alors même si le régime algérien pique une crise en coulisses, il ne peut rien faire. On parle quand même d'un pays du G7, membre permanent du Conseil de sécurité et l'une des économies les plus puissantes au monde. Et pourtant, aucune carte dans la Manche d'Alger, pas de flux migratoire à menacer, pas de dossier consulaire pour faire pression, même pas assez de ressortissants à expulser. Et si jamais ils rappelaient d'être leur ambassadeur, les Anglais hausseraient à peine un sourcil. C'est dire l'impact. La seule vraie prise qu'a Alger, elle est ailleurs en France. Parce qu'avec Paris, c'est d'une autre histoire. Plus de 5 millions de personnes concernées entre binationaux descendants et résidents, des enjeux migratoires lourds, des partenariats sécuritaires sensibles, sans parler du business. Les intérêts économiques français en Algérie pèsent des tonnes bien plus que ceux du Royaume-Uni. Le régime le sait très bien. C'est pour ça que la seule scène de conflit qu'il ose vraiment entretenir, c'est avec la France. Les autres puissances, trop risquées. Trop peu de leviers, trop peu d'intérêt. Quand le régime algérien a voulu faire trembler Madrid, il a frappé dans le vide. 2 années entières de tension avec l'Espagne pour strictement rien. Les Espagnols imperturbables, zen, inébranlables. Ils ont continué de sauver les haragas algériens en Méditerranée, de plaider pour l'apaisement et de tendre la main au dialogue. Aucune sanction, aucun geste hostile, pas même une pique diplomatique. Et à la fin, comme souvent, c'est Alger qui a fait marche arrière tête baissée, parce qu'en réalité, ouvrir un double front avec Madrid et Paris, c'était se tirer une balle dans chaque pied. Et aujourd'hui même, scénario. Londres intouchable. Le régime le sait très bien, il n'a pas les moyens d'un affrontement ouvert avec le Royaume-Uni. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que même une simple protestation symbolique, même un petit communiqué pour faire bonne figure n'a pas été osé. Pourquoi? Parce que réagir, ce serait attirer l'attention du peuple sur un sujet explosif. Alors on choisit la meilleure stratégie quand on n'a plus de munitions se taire et espérer que personne ne remarque rien. Alors là, bonne chance au régime Boun pour expliquer ça au peuple. Comment justifier devant les Algériens et les Algériennes que le MAC, ce mouvement que le pouvoir a toujours présenté comme marginalisé, isolé et manipulé par Paris, se retrouve désormais invité à la table des puissants à Londres? Le narratif officiel, c'était simple. Le MAC, une invention française alimentée par quelques cercles parisiens nostalgiques de l'Algérie coloniale. Mais cette histoire-là, aujourd'hui, elle ne tient plus debout une seconde. Parce qu'en réalité, le MAC a quitté le périphérique parisien depuis longtemps. Il s'enracine de plus en plus à Londres, il prend ses marques au Canada et s'infiltre doucement mais sûrement dans d'autres pays du monde occidental. Oui, c'est vrai, la France reste son bastion principal grâce à la forte diaspora kabyle, mais le mouvement ne s'arrête plus aux frontières de l'Hexagone. Pourquoi une telle expansion? Eh bien, on y revient toujours, la meilleure pub pour un mouvement indépendantiste, c'est la répression qu'il subit. Et sur ce plan-là, le régime Tebboune a été son meilleur sponsor. Aujourd'hui, quand certains cercles d'influence occidentaux posent MAC d'un côté et le régime Tebboune de l'autre, le contraste est saisissant. D'un côté, un mouvement pacifique qui, malgré les prisons, la chasse à l'homme, les accusations de terrorisme et la diabolisation officielle, n'a jamais sorti la moindre arme. Aucune émeute, aucun recours à la violence. Juste des idées, juste de la politique, juste de la diplomatie. Le MAC a choisi la voie de la paix même quand on l'étouffait. Et de l'autre côté, un régime qui joue à la mafia d'État,
qui traque ses opposants jusqu'en exil, qui rêve de les enlever, museler, voire liquider. Un pouvoir qui ne recule devant rien quand il s'agit de faire taire la contestation, même si cela signifie franchir toutes les lignes rouges. Résultat. Eh bien, les lobbies occidentaux ouvrent les yeux. Petit à petit, ils commencent à écouter le MAC avec plus d'attention, à regarder ce mouvement avec une certaine bienveillance. Car face à un pouvoir répressif brutal et borné, le simple fait de résister sans violence devient une forme d'héroïsme politique. Et c'est là, sans le vouloir, que le régime devient le meilleur agent de communication du MAC. Et c'est bien là que le danger se glisse insidieux. Du temps de Bouteflika, jamais, je dis bien jamais, un événement de cette ampleur avec un tel niveau d'organisation et des figures aussi haut placées n'aurait eu lieu dans l'enceinte même du Parlement britannique. Oui, bien sûr, à l'époque, le MAC avait ses petites entrées, quelques échanges avec des parlementaires, des articles dans des médias, des liens associatifs, mais rien de comparable. Aujourd'hui, on parle d'un événement officiel chapeauté par une figure du gouvernement britannique en personne. Et ça, même sous Bouteflika, aussi affaibli qu'il fut sur la fin, ça n'aurait jamais franchi ce cap. À moins que je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre si c'est le cas. Et pourquoi donc ce virage? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, on gérait le MAC avec une forme de ruse politique. On le considérait comme un courant marginal, un peu rêveur, sans poids, réel. Alors on le surveillait, on le freinait par petites touches, sans le diaboliser. Tebboune lui a pris la voie opposée, le marteau-pilon, pour écraser une mouche. Terroriste médiatisé, condamné à mort, traqué jusque dans les ambassades. Résultat, le MAC est devenu tendance, intrigant, visible. Le régime, en croyant l'éteindre, l'a allumé en grand projecteur. Et voilà où le jeu se retourne. Le MAC, en jouant habilement la carte du discours pro-démocratique, en chantant l'hymne à la liberté des peuples et au droit à l'autodétermination, a tapé dans l'œil de certains lobbies très bien placés. Et comme le régime d'Alger s'était aventuré par le passé sur des sentiers résolument anti-israéliens et pas franchement tendres, avec l'Occident du moins, jusqu'à ce que Donald Trump pointe son nez, eh bien ces mêmes lobbies ont flairé le bon coup. Le MAC est devenu leur joker, leur pièce maîtresse contre le régime Tebboune. Mais voilà, Tebboune veut maintenant faire copain-copain avec Trump. Et les choses ne sont jamais gratuites. Tu veux te rapprocher de l'Amérique trumpienne? Très bien, mais il y a la facture. Et elle s'appelle Accord d'Abraham. Sinon, eh bien, Washington pourrait très bien décider d'arroser le MAC de légitimité de reconnaissance, et pourquoi pas, à de soutien officiel. Un petit signal très clair envoyé au palais présidentiel, où tu te plies ou on mise sur l'alternative. Et c'est là tout l'enjeu. Tebboune ferait bien de prendre le message au sérieux. Il doit le décortiquer, le disséquer et le méditer en profondeur avec ses stratèges. Parce que ce n'est plus un jeu d'échecs politiques local, c'est l'avenir de l'unité nationale et la stabilité géopolitique de l'Algérie qui se joue là sur l'échiquier international.